Voici les 4 éléments essentiels qu'un candidat doit savoir pour réussir dans sa production écrite en géographie ou histoire, généralement appelée dissertation. Reste donc jusqu'à la fin pour les découvrir. Bien, je suis M. Esofélix, enseignant d'histoire et de géographie, et tout au long de cette vidéo, nous allons voir étape après étape les éléments à prendre en considération pour réussir sa dissertation. Sans plus tarder, nous allons prendre un cas pratique. Sujet: les facteurs naturels et humains du développement économique de la Corée du Sud. Travail préalable. En réalité, ce travail se fait au brouillon parce qu'il est important de monter tous les éléments importants, les rassembler afin de faciliter la construction de son travail à la fin, pour être sûr que l'on ne va rien oublier. Les éléments donc qui entrent dans le travail au brouillon sont: en petit A, l'identification des mots-clés; en petit B, la reformulation du sujet; en petit C, la problématique; en petit D, le plan du devoir. En quoi consiste donc l'identification des mots-clés? Puisqu'il y a un sujet qui est soumis à notre étude, identifier les mots-clés consiste à repérer les termes les plus importants dans un sujet ou une question. Ces mots-clés sont essentiels pour comprendre le sens général et les aspects spécifiques que le candidat est appelé à traiter. Cela permet donc à ce dernier de mieux cerner le sujet et de structurer la réponse ou le travail à réaliser. C'est important. Un sujet a des mots, mais il y a ce qu'on appelle des mots-clés, des mots importants, des mots autour desquels tourne tout ce qui a été dit. Lorsqu'on a donc identifié ces mots-clés, on passe à la reformulation. La reformulation du sujet signifie exprimer la question ou le thème dans ses propres mots tout en gardant le sens original. Cela montre une compréhension claire du sujet et permet de clarifier les ambiguïtés potentielles. Les ambiguïtés, ce sont les doutes. Donc ici, il faut lever tout équivoque dans le travail à faire ou dans le traitement de son sujet. Donc reformuler le sujet aide également à préparer le développement d'une problématique ou d'un plan. C'est la problématique. C'est donc quoi la problématique? Elle désigne la question centrale ou le problème spécifique à résoudre dans le cadre d'une étude ou d'un travail. Il s'agit souvent d'une question ouverte qui nécessite une analyse approfondie. La question ouverte est différente ici de la question fermée. Généralement, la question fermée permet d'avoir une alternative. Oui ou non. C'est vrai, ces deux éléments, mais on parle d'une alternative. Une alternative à deux propositions qu'elle offre. Et lorsqu'on a donc achevé avec la problématique, lorsqu'on a compris la problématique, on se rend compte qu'elle guide l'ensemble de la recherche ou du devoir et permet de structurer les idées et les arguments de manière logique. Lorsqu'on a donc fini avec sa problématique, on doit être sûr que le plan qui va découler sera cohérent avec la problématique posée. Le plan du devoir, lui, il est une structuration méthodique des différentes parties d'un travail écrit. Il s'agit d'organiser logiquement les idées pour présenter les arguments clairs et cohérents. Le plan du devoir facilite donc la compréhension du lecteur, assure une progression logique des idées et aide à ne pas oublier des points importants. Il est donc essentiel pour la rédaction d'un travail académique ou professionnel de qualité. Le plan du devoir permet donc d'avoir une idée claire de ce que l'on est appelé à développer plus tard. Sans plan du devoir, on navigue à vue, puisque les éléments dont on va parler dans le devoir vont venir de nulle part. Ils n'ont pas été annoncés au préalable. Nous allons donc voir l'application de ces différents éléments clés qui sont au nombre de 4 dans notre sujet que nous avons pris au départ. Notre sujet qui est les facteurs naturels et humains du développement économique de la
Corée du Sud. Dans l'identification des mots-clés, on peut ressortir trois facteurs naturels, facteurs humains, développement économique. Lorsqu'on les a identifiés, on les définit. Les facteurs naturels sont donc tous les éléments liés à l'environnement physique. Parmi eux, on peut avoir le climat, on peut avoir la végétation, on peut avoir l'hydrographie, on peut avoir le sol, on peut avoir les ressources naturelles. Concernant les facteurs humains, ce sont les éléments liés à la population et à la société. Les facteurs humains, les éléments liés à la population et à la société. On peut avoir les cultures, on peut avoir les traditions, on peut avoir les us. Donc c'est en fonction de chaque culture, chaque tradition, chaque ethnie qu'on peut s'orienter vers un élément important. Par exemple, le facteur humain. Certains peuples peuvent se développer grâce au manioc. Et un autre peuple, lui, se développe plutôt grâce à l'élevage. Un se développe grâce à l'agriculture, un autre grâce à l'élevage peut-être des poulets, ainsi de suite. Donc ça dépend de la mentalité de chaque localité. Et lorsqu'on parle du développement économique, il est bien entendu question de la croissance économique. Ça veut dire une évolution progressive. Parce qu'il y a l'évolution régressive, c'est-à-dire on évolue en diminuant, c'est une évolution négative. Lorsqu'on a donc tous ces éléments, on peut aisément reformuler le sujet en ses propres termes pour le comprendre aisément. Clairement donc, le sujet nous parle des éléments qui ont contribué au développement économique de la Corée du Sud. On est dans un pays bien précis, la Corée du Sud. On touche uniquement les éléments du développement économique. Les éléments qui ont participé à l'évolution économique de ce pays. La problématique va donc découler clairement puisque l'on a compris ce dont il est question. Quels sont donc les facteurs clés du développement économique? Puisque notre plan, notre sujet nous a déjà dit de quels facteurs on va parler, le plan du devoir va couler aisément. Dans la première partie, donc, nous allons parler des facteurs naturels. Et les éléments que nous allons évoquer dans les facteurs naturels sont la situation géographique, premier élément, deuxième élément, le climat, troisième élément, les ressources naturelles. Dans la deuxième partie, nous allons évoquer les facteurs humains. Comme je le disais plus haut, on va parler de l'éducation. On va ensuite parler de l'investissement en recherche et développement. Et enfin, on va achever par la politique économique. Lorsqu'on a donc achevé avec tous ces éléments qui nous permettent de comprendre de fond en comble le sujet soumis à notre appréciation, nous allons travailler continuellement au brouillon pour rédiger entièrement l'introduction et entièrement la conclusion. On ne rédige pas le plan du devoir au brouillon. On rédige uniquement l'introduction et la conclusion au brouillon. Bien. L'introduction donc, il est important de savoir qu'elle prend en considération trois éléments essentiels. Aucun élément n'est à négliger. Ce sont entre autres le préambule, premier élément, la problématique, deuxième élément, et le plan, troisième élément. Voilà les trois éléments qui constituent une bonne problématique. C'est quoi le préambule? Le préambule est donc une introduction brève et générale du sujet. Il permet de présenter le thème de manière large, donner un contexte et susciter l'intérêt du lecteur. Dans le préambule, on ne développe pas les idées, mais on montre vers où on est en train d'aller. Dans d'autres vidéos, nous allons
nous allons travailler sur les différents types de préambules, comment les amener. Après le préambule, donc, nous avons la problématique qui est la question spécifique que la dissertation va explorer. Elle découle du préambule et guide tout le développement. Elle découle du préambule et guide tout le développement. C'est donc pour dire que si l'on fait mal son préambule, on va rater la problématique. Voilà pourquoi il faut être cohérent, il faut travailler au brouillon pour comprendre les thèmes. La problématique est donc formulée sous forme de questions et elle indique clairement l'angle d'approche du sujet. En histoire comme en géographie, il y a une seule question. Elle est sous forme de question et elle indique clairement l'angle d'approche du sujet. Dans d'autres disciplines comme le français, comme la philosophie, l'on peut se retrouver en train de poser plusieurs questions. Mais en histoire et en géographie, c'est une seule question. Lorsqu'on a donc posé la question et on sait où on va, on annonce le plan qui va structurer le développement de notre devoir. Le plan donc indique comment la dissertation sera structurée pour répondre à la problématique. Chaque élément est lié à l'autre. Le préambule est lié au sujet que l'on donne. La problématique est liée au préambule que l'on a proposé et le plan découle de la problématique soulevée. Nous allons donc voir l'application avec notre sujet. On parle de la Corée du Sud. Notre préambule. La Corée du Sud est un pays qui a connu un développement économique rapide. On est dans le sujet. On parle de l'économie et on parle de la croissance. Donc notre préambule cadre avec notre sujet. Maintenant, le sujet nous demande de rechercher les facteurs qui ont contribué à ce développement. C'est ça qui va faire l'objet de notre problématique. On va donc poser la question suivante. Quels sont les facteurs qui ont contribué à ce succès? C'est ça la problématique. Et pour annoncer le plan, nous allons examiner les facteurs naturels et les facteurs humains qui ont permis à la Corée du Sud de se développer économiquement. Voilà, nous avons achevé avec notre préambule, avec notre introduction. Puisque l'introduction et la conclusion se font au brouillon, on passe directement à la conclusion. La conclusion également comporte trois parties essentielles qu'il est important de mentionner lors de la rédaction. Il s'agit du bilan, de la réponse à la problématique et de l'ouverture du sujet ou bien du débat. La conclusion d'une dissertation donc est cruciale, un élément crucial qui permet de résumer les principaux points développés dans le test et de répondre à la problématique posée. Voici les éléments clés à inclure dans cette dernière. Comme on a dit tout à l'heure, le bilan. Le bilan consiste à résumer les principaux points développés dans le test. Il s'agit de rappeler les idées clés et les arguments présentés pour montrer comment ils contribuent à répondre à la problématique. Le bilan doit être concis et précis sans répéter inutilement les détails. En d'autres termes, c'est pour dire que le bilan n'est pas une partie dans laquelle l'on vient encore développer le développement. Permettez-moi de me répéter. On ne vient plus développer le développement ou bien on ne vient pas dans le bilan développer un élément que l'on a oublié de mentionner dans le développement. Le bilan, c'est une phrase simple qui dit de manière globale, générale, ce dont il a été question.
et c'est différent de ce qu'on appelle le rappel du sujet. C'est très différent. La problématique également permet de montrer comment les arguments et les idées développées dans le test ont permis de résoudre la question ou de répondre à la problématique. La réponse doit être claire et concise, sans ambiguïté. Cela veut dire sans doute. La question posée doit avoir un élément de réponse. Puisqu'on a développé dans le développement, maintenant tout ce qu'on a eu à dire dans le développement, on doit prendre cela et faire une seule phrase qu'on appelle la réponse à la problématique. Puisque un sujet ne peut pas toucher tous les aspects d'un thème, il y a toujours une dernière partie qu'on appelle l'ouverture du débat. L'ouverture du débat consiste à élargir la discussion et à proposer des pistes de réflexion pour aller plus loin. Il s'agit de montrer que la problématique posée est complexe et qu'il existe des perspectives multiples pour l'aborder. L'ouverture du débat peut donc inclure des questions supplémentaires, des pistes de recherche ou des implications plus larges. Ce qu'on peut donc dire en conclusion, c'est quoi? Pour matérialiser avec notre sujet, premier élément, le bilan, on va dire tout simplement: les facteurs naturels et humains ont contribué au développement économique de la Corée du Sud. C'est ce qu'on a vu. Tout ce qu'on a vu là entre dans cela. Maintenant, on dit réponse à la problématique. La réponse à la problématique était: quels sont les facteurs qui ont contribué à l'essor économique de la Corée du Sud? On répond: les facteurs clés sont, on cite quelques facteurs, la situation géographique, l'éducation et la politique économique. On n'est pas là pour rappeler tout. Puisqu'on n'a que touché deux éléments, à savoir deux grands facteurs, les facteurs économiques et les facteurs humains, et les facteurs naturels et les facteurs humains, on sait qu'il y a également les facteurs économiques, on sait qu'il y a aussi les facteurs culturels. Ici, on peut poser la question: quelle sera la prochaine étape pour la Corée du Sud? Ou on peut également demander simplement: est-ce que ces deux facteurs sont les seuls qui ont contribué à la croissance économique de la Corée du Sud? Voilà comment on a achevé avec notre conclusion. Maintenant, nous allons partir au propre, rédiger notre développement. Ce qu'on doit comprendre est que le développement est la partie où l'on raconte maintenant tous les... On développe dans les moindres détails toutes les grandes lignes que nous avons eu à évoquer dans l'introduction. Et le développement doit comporter au minimum deux parties. Et chaque partie du devoir consiste à développer des idées principales liées au sujet. Donc, il y a deux grandes parties. Et dans chaque grande partie, on doit avoir au minimum 2 idées, au maximum 3 idées. Bien, on va essayer d'expliquer. Chaque partie du devoir consiste à développer les idées principales liées au sujet. Chacune doit comporter au moins 3 sous-éléments clés, on l'a déjà dit. Elle est précédée d'un préambule ou une introduction partielle qui annonce les idées à développer dans la partie. Bien, on a donc dans la partie les paragraphes. Chaque paragraphe a une idée principale, l'argument, c'est-à-dire l'explication de l'idée, et une illustration ou un exemple. L'idée principale, donc chaque sous-élément commence par une idée principale qui présente le point à développer. L'idée principale est suivie d'une argumentation qui justifie et explique le point clé. Et à la fin, on a des exemples qui permettent de renforcer l'argumentation. On va prendre donc la matérialisation avec notre sujet, notre préambule ou introduction partielle. Concernant les facteurs humains, nous avons entre autres la situation géographique, le climat et les ressources naturelles. Lorsqu'on voit ces éléments, on comprend d'emblée que ce sont eux que l'on va développer
dans notre devoir. Qu'est-ce qu'on dit? La situation géographique est stratégique, ça c'est l'idée. Elle permet des échanges commerciaux faciles, c'est l'argument. On n'est pas dans le devoir ou bien dans un sujet pour montrer ses talents que l'on maîtrise beaucoup de choses. Non, on parle l'essentiel et on avance. Par exemple, le port de Bouzan. On va sur le deuxième élément. Le climat, il est tempéré. Par conséquent, il favorise l'agriculture. On peut avoir comme exemple la culture du riz. Dernier élément, les ressources naturelles qui sont limitées. C'est vrai. Certes, les ressources naturelles sont limitées, mais la Corée du Sud a su utiliser cela en sa faveur en se tournant vers l'industrie. Et comme exemple, on a l'industrie électronique. Lorsqu'on a donc développé ces différents éléments, on doit passer à la deuxième partie. Et on ne va pas d'une partie à l'autre comme il y a une expression courante qui dit aller du coq à l'âne. On fait une transition. C'est quoi la transition? Une transition est un mot, une phrase ou un paragraphe qui sert de lien entre deux idées, deux parties ou deux paragraphes. Elle aide à guider le lecteur ou l'auditeur à travers le texte ou le discours en montrant comment les différentes parties sont liées entre elles. Puisque notre sujet parle des facteurs, on a fini avec les facteurs humains, on a fini avec les facteurs économiques, on a fini avec les facteurs économiques, on passe sans plus tarder aux facteurs humains. La transition dit, qu'en est-il des facteurs humains? On y va. Notre introduction partielle. Les facteurs humains ont également contribué au développement économique. Nous allons examiner l'éducation, l'investissement en recherche et développement et la politique économique. L'éducation est développée. L'idée, elle fournit une main-d'œuvre qualifiée. Ça, c'est l'argument. Exemple, la présence des universités coréennes. Ensuite, on a l'investissement en recherche et au développement qui est important car permet l'innovation. Par exemple, la mise sur pied des grandes marques comme Samsung, comme LG, des marques comme Hyundai, et ainsi de suite. Et maintenant, on a comme dernier élément la politique économique qui est proactive car elle soutient les secteurs clés. On est passé de l'idée à l'argument et maintenant on prend l'exemple avec la création des zones économiques spéciales. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre devoir. Nous voyons que le plus important est la maîtrise de la méthodologie. Lorsque l'on maîtrise la méthodologie, on peut développer n'importe quel sujet. Et si un candidat travaille ainsi au brouillon, chaque fois qu'il travaille, il se rassure qu'il mentionne l'élément qu'il est en train de développer. Il est sûr qu'il aura une bonne moyenne. Il aura une très bonne note. Il ne va rien oublier. Donc, merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Je ne cesserai jamais de le dire. Aucune nation, aussi puissante qu'elle soit, ne peut gagner une guerre sans méthode. La méthodologie est la clé qui permet de mettre hors d'état de nuire toute difficulté liée à un sujet que l'on mettra devant nous. Si tu as les questions, ne manque pas de les poser en commentaire. Si tu as aimé, abonne-toi, like, partage pour permettre également à d'autres personnes, surtout à tes camarades, de pouvoir bénéficier de ces quelques conseils. Merci et à la prochaine.